donc avant de démarrer et de vous poser toutes les questions sur les trois thèmes que nous avons choisis ce matin, je vous présente Camille Garcette. Voilà, Camille Garcette, Benoît Buteau, pour que vous compreniez bien. Camille Garcette, il dresse le portrait de nos invités, mais à sa manière. Je vous laisse découvrir et on en parle juste après. Exactement, vous reprenez mes petites phrases, Alban, c'est rigolo. Mais on peut y aller quand vous voulez. Le micro est branché, c'est parti. N'hésitez pas à monter le volume, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de monde au salon, donc si on peut rameuter tout le monde. Benoît Buteau, vous êtes ici sur vos terres, agriculteur identitaire, vous l'avez fait toute votre carrière, fils de paysan, vous avez bien ça dans le sang, très jeune déjà vous travaillez dur dans les champs, d'un côté céréalier, de l'autre éleveur, c'est à l'ouvrage que vous donnez bien plus que du cœur, vous prenez l'héritage familial à bras ouverts, hop, vous redressez l'entreprise en un éclair, militant pour une agriculture plus raisonnée, mais dommage que certains ont le cerveau mal irrigué, vous vous imposez comme l'un des plus résistants, avec la volonté de rendre ça plus consistant au Parlement européen pour changer les choses avec l'envie de protéger la terre. Oui, c'est votre cause. Conseiller régional dans le Poitou-Charentes sur les terres de Royan. Ouais, un 7 représente. Mais un épisode déjà plutôt neuf autour d'un truc qui s'appelle le Covid-19. Lors de la vaccination, vous ne dites à bas les masques, vous êtes plus communément ce qu'on appelle un anti-vax. Parler d'horreur nazie, non, c'est pas très classe, mais vous décidez que c'est le moment de briser la glace. Vous jetez votre parti en pâture. Bizarre, quand on travaille la terre, de manquer de culture. Bref, face à l'atmosphère déjà trop chauffée, vous faites partie des derniers qui peuvent peut-être nous sauver. Fidèle à vos principes, proche de Yannick Jadot, et on le dit pour les autres stands, ouais, ici on fait du biographique. En hausse article qui chauffe Benoît Buteau, vrai homme de gauche, une moustache de compétition, décidé à faire de l'action, il faut prendre les bonnes décisions et qu'importe les conditions. Hey. Voilà, Camille Garcette, merci, bravo merci Camille Garcette. Donc voilà, son portrait en rap. C'est la première fois qu'on vous le... Ah oui, je confirme, c'est la première fois. Alors, content du rendu. Ouais, c'est marrant, c'est un divertissement. Eh bien, merci infiniment Camille Garcette pour ce portrait. Et on va donc eh bien, tout simplement attaquer cette zone Paul Benoît Buteau avec le dossier qui polarise toute l'attention politique ces dernières semaines, la réforme des retraites. Donc le texte est débattu à partir de cet après-midi au Sénat après être passé en commission. Et les sénateurs auront jusqu'au 13 mars pour boucler l'examen du texte. Pour en parler, c'est avec vous, Bastien Cochet. Bonjour. Bonjour Alban, bonjour Benoît Buteau. Bonjour. 12 jours d'examen au Sénat avec seulement 12 sénateurs écologistes. Comment vont faire les Verts pour peser dans le débat ? Il faut convaincre. Le logiciel des Verts, c'est de faire de la pédagogie. Et donc, on essaie de faire de la pédagogie sur la base de données objectives, c'est-à-dire qu'il faut faire des constats qui sont unanimement reconnus, et être force de proposition, c'est-à-dire que sur les retraites, si on reste sur le monde agricole, faire le constat que les revenus agricoles sont difficiles tout au long de la carrière des agriculteurs, et qu'au moment où ils partent à la retraite, au moment où ils peuvent aspirer, alors qu'ils ont eu une vie souvent pénible et souvent en situation de précarité pour un certain nombre d'entre eux, c'est peut-être le moment de justement avoir une forme de reconnaissance pour le monde agricole. Alors, et donc les écologistes seront dans cette pédagogie-là. Justement, vous militez pour un changement en profondeur du système actuel des retraites, parce que vous pensez que ça détruit l'emploi et évite les campagnes. Les agriculteurs, vous voulez qu'ils intègrent le régime général des retraites. Pourquoi ? Et est-ce que c'est suffisant selon vous, ou est-ce qu'il faudrait un régime spécial plus avantageux ? Parce que si vous le dites, les agriculteurs sont malmenés pendant leur carrière, alors pourquoi ne pas les récompenser dans leur retraite ? Tout simplement dans une logique de solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit replacer ce sujet de l'agriculture dans un débat de société. Et je pense qu'on fait fausse route à rester dans une sorte de cercle fermé où l'agriculture se débrouille tout seul avec ses retraités, avec ses agriculteurs en précarité. Et donc entrer dans le système général qui de toute façon est déjà dans les faits quelque part acté, puisque la population agricole a tellement décru, on a perdu 50% des agriculteurs en 20 ans, et c'est 50% de cotisants qui ont disparu aussi à la caisse des retraites. Et donc aujourd'hui, la caisse des retraites agricole tient parce que le conseil je vais pas y arriver. Le régime général soutient le régime agricole. Donc cette supercherie qui continue de nous faire croire qu'on a un régime spécial alors que c'est le régime général qui l'alimente. Subventionne. Avançons et affichons clairement cette logique de
solidarité. Mais alors, est-ce que vous êtes pour la fin de tous les régimes généraux, pour tous les régimes spéciaux, pardon, ou alors c'est seulement pour ce point, pour les régimes agricoles, parce que vous trouvez que c'est clairement un écran de fumée? Tous les régimes généraux, en tout cas, qui sont tous les régimes spéciaux, pardon, qui sont en grave difficulté, il faut vraiment se poser la question. Moi, je travaille aussi avec les pêcheurs. Ils ont un régime particulier qui s'appelle les NIM. C'est un avis que tout le monde n'a pas à gauche sur les régimes spéciaux. Vous le revendiquez? Oui, je le revendique. Mais les NIM, par exemple, pour les pêcheurs, est un régime spécial particulièrement bien réussi, où les pêcheurs peuvent partir parce que c'est pénible et dangereux très tôt à la retraite et avec une retraite décente. Donc il y a des régimes spéciaux qui fonctionnent bien. Ça veut dire quoi une retraite décente pour vous? Est-ce que c'est la barre des 1 200 €, promesse d'Emmanuel Macron, et qui, ce matin, Olivier Dussopt a dit ça va passer pour 40 000 personnes. 40 000 personnes vont avoir 1 200 €, c'est ridicule, dont 20 000 directement avec la réforme. Pour vous, 40 000 personnes sur c'est absolument ridicule. Les plusieurs millions de Français qui sont à la retraite. Mais c'est absolument ridicule. 40 000 personnes, c'est extrêmement confidentiel. Et je reviens sur les NIM. Regardez le niveau de retraite qu'ont les pêcheurs. C'est la preuve qu'on peut faire bien avec des régimes spéciaux. Et les NIM, c'est vraiment un système qui a basé sa réussite sur la solidarité entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent beaucoup moins. Mais alors, sur le nombre de personnes qui en bénéficieront, on vous a entendu, mais sur ce seuil de 1 200 €, ce serait déjà une grosse avancée pour le nombre d'agriculteurs qui, des fois, ne gagnent même pas 800 €, même pas 700 €. Si on focalise sur la question agricole, est-ce que vous vous rendez compte que 1 200 € pour la moyenne des agriculteurs, c'est 50% de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui? Donc c'est un pas de géant. Encore faut-il que, et c'est là la supercherie de ce que nous raconte le gouvernement, encore faut-il que les retraites agricoles, des agriculteurs qui en moyenne à la retraite touchent 800 € soient remontés à 1 200 €. Or, toutes les simulations qu'on montre font la démonstration que le monde agricole n'est pas concerné par cette retraite à 1 200 €. Alors, pour revenir sur l'aspect plus politique du débat de cette réforme, à l'Assemblée lors de l'examen du texte, quel rôle vous trouvez qu'ont joué les Verts? On les a vus un petit peu en retrait, un petit peu aspirés par la France Insoumise au sein de la NUPES. Il y a encore un rôle à jouer pour les Verts au sein de l'Assemblée? Oui, bien sûr. Alors, aspirer en retrait, je suis pas sûr. Ils ont monopolisé le débat. Même les Verts ont, au lendemain de l'examen du texte, on dit bon, il y a eu une erreur stratégique de la place de LFI. On voit un petit peu des dissensions. Mais oui, parce que l'article clé dont on voulait un vrai débat à l'Assemblée nationale, c'était l'article 7 sur l'âge de départ à 64 ans. Et donc, en fonction de l'agenda, il fallait tout mettre en œuvre pour que ce débat autour de l'article 7 ait lieu. Et c'est ça qu'on a reproché aux Insoumis, que les choses soient dites. C'est de ne pas retirer suffisamment d'amendements pour que le débat puisse aboutir jusqu'à l'article 7. Pour vous, maintenant, c'est dit, c'est à moitié pardonné, maintenant que les choses sont claires? Mais on a d'autres adversaires que la France Insoumise. Ils ont fait une erreur stratégique, dont acte, c'est comme ça. Mais il y a des adversaires beaucoup plus sérieux. Ou c'est un adversaire? Parce que là, vous utilisez le mot adversaire pour un allié politique quand même. Vous jouez sur les mots. Vous avez raison. Peut-être là-dessus, mais... je veux dire, on a des vrais adversaires. Voilà. Et la LFI, c'est pas nos adversaires. Bon alors, adversaire en tout cas bien déclaré, c'est le gouvernement et la réforme. Absolument. Est-ce que votre dernier espoir, c'est cette journée du 7 mars, cette journée de mobilisation, de blocage annoncé? Il n'y a plus que ça à espérer, un blocage massif du pays? Le 7 mars, je suis pas sûr que ce soit l'événement ultime. Ce sera pas le grand soir selon vous? Espérons-le, nous souhaitons, mais vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup. Mais ça dépend pas que de nous. C'est-à-dire qu'on n'a aucun doute sur le fait que la mobilisation soit réussie, qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues, que les citoyens français vont exprimer leur rejet de ce projet de retraite. On n'a aucun doute là-dessus. Est-ce que le gouvernement sera jusqu'au bout sourd aux attentes sociétales et citoyennes? Quand j'entends Monsieur Macron nous dire ce projet des retraites, ça faisait partie de mon projet politique à l'élection présidentielle, il occulte juste que les citoyens français ont voté pour lui, pour faire obstacle à l'extrême droite, et que personne n'a validé ce projet. Mais là, la différence avec la mobilisation à partir du 7 mars, c'est qu'il y aura des blocages, des grèves reconductibles, dont la SNCF, la RATP, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas peur à ce moment-là d'avoir l'opinion publique qui se retourne contre vous? Aujourd'hui, l'opinion publique, elle est clairement opposée à cette réforme des retraites. Et je pense 6 Français sur 10 à peu près. Voilà. Et donc, moi, je pense que ces Français-là sont prêts à supporter les conséquences que peuvent avoir une grève générale et mettre la pression sur ce gouvernement pour qu'il renonce à cette réforme, tout simplement. Mais est-ce que les ouvriers, les travailleurs qui vont être en grève pourront tenir aussi une grève reconductible? Il y aura
caisse de grève, comment ils vont Oui, s'organiser? bien sûr, Ça coûte cher de faire la grève ça aujourd'hui. existe déjà, mais ces caisses de solidarité, bien sûr qu'on va les mobiliser, mais on voit bien que ça fonctionne parce que il y a un mouvement de fond extrêmement puissant de la société qui aujourd'hui veut renoncer à cette réforme. Et donc le gouvernement, c'est à lui d'être dans une position décente à l'égard de cette mobilisation. Mais dans une mobilisation, il y a toujours un bras de fer. Il y a toujours l'incertitude de celui qui va gagner ou pas. Mais je pense que ce gouvernement devrait un peu plus écouter les citoyens, y compris des citoyens qui ont voté pour ce président pour faire obstacle à l'extrême droite. Parce que ça, c'est quand même une injure à ceux qui ont glissé un bulletin de vote Emmanuel Macron pour faire obstacle à l'extrême droite et qui utilisent ce bulletin de vote aujourd'hui pour dire mon programme a été validé. Ça, c'est quand même insultant. Il avait dit, effectivement, ce vote, cette élection m'oblige. Merci Benoît Biteau. Avec plaisir. Merci à vous, Bastien Cochet. Deuxième thème de cette matinée, alors qu'avait lieu le 24 février dernier le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. La situation demeure toujours très difficile pour le pays et son armée. La ville ukrainienne de Bakhmout est actuellement prise en étau par les Russes, une ville très symbolique. Et pour aborder ce sujet, j'accueille Quentin Leport. Bonjour. Bonjour Alban, bonjour Benoît Bonjour. Biteau. Est-ce qu'on doit craindre un tournant dans la guerre si Bakhmout tombe aux mains des Russes dans les prochains jours, d'après vous? Je suis pas un expert, en stratégie belliqueuse. Il y a sûrement des espaces stratégiques. Est-ce que ce moment-là, est-ce que déjà cette ville va tomber? C'est une vraie question. Ce qu'on constate quand même depuis le début des affrontements, c'est que l'Ukraine surprend sur sa capacité à résister aux frappes russes. Donc rien n'est acquis. C'est pas parce que Poutine annonce que il va réussir ça que c'est gagné. Et après, est-ce que si c'était le cas, ce que nous souhaitons pas, est-ce que ce sera un moment stratégique? C'est difficile de le dire. C'est possible. C'est possible qu'à un moment donné, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, on espérait que ça bascule du bon côté pour la démocratie et pour l'Europe. La Commission européenne a annoncé hier vouloir augmenter la production de munitions en Europe pour un budget d'1 milliard d'euros. Est-ce que vous y êtes favorable? Nous, on est favorable globalement aux outils qui doivent être mis en œuvre pour que l'agression russe s'arrête et que Poutine rentre chez lui. Donc si aujourd'hui ça passe par la défense et par la production d'armes pour réussir ça, pourquoi pas? Mais il faut mettre tous les outils en place. On a des blocages numériques, par exemple, qui peuvent être efficaces. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le seul déploiement d'une stratégie autour de l'armement n'est peut-être pas la seule bonne réponse, mais ça en est une. Est-ce que vous pensez que la France investit suffisamment aux côtés de l'Ukraine actuellement? Moi, je suis député européen, hein. Donc moi, je regarde ce que font les autres pays, y compris sur d'autres stratégies que l'armement d'ailleurs. Et la France n'est pas le meilleur élève, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. On a des pays d'Europe. Alors, c'est lié à la proximité de leurs frontières avec l'Ukraine, forcément. Mais dans cette construction de l'Europe, je pense que la France, qui est un moteur de l'Union européenne, est un peu trop en retrait sur cette question-là. Et justement, pour l'accueil des Ukrainiens, l'État français a dépensé 634 millions d'euros en 2022. Est-ce que vous trouvez que c'est une somme trop faible? Mais encore une fois, moi, je regarde ce qui se passe dans les autres États membres. Et encore une fois, la France est un des très très mauvais élèves de l'accueil des Ukrainiens sur son territoire. Donc regardons ce que font d'autres États membres qui visiblement ont pris conscience que cette solidarité devait être sérieuse et efficace. Et en France, on est vraiment trop en retrait. Est-ce que vous pensez que l'Hexagone devra intervenir peut-être militairement si la guerre venait à encore s'intensifier davantage? Je pense que ces stratégies-là autour de la défense de l'Ukraine ne doivent pas, enfin ces réponses ne doivent pas être des réponses isolées d'un État membre ou d'un autre. C'est vraiment une stratégie à l'échelon européen qu'on doit construire. C'est l'occasion de mettre sur la table une stratégie de défense européenne. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur ce que nous propose l'OTAN. Est-ce que, au profit de cette crise en Ukraine, de cette crise géopolitique en Ukraine, c'est pas le moment de repenser une stratégie européenne de la défense? Le diplomate François Hesbourg a déclaré qu'avec la guerre en Ukraine, nous changeons d'époque. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision? Il faut se rappeler de la genèse de la construction de l'Union européenne. C'était quoi? C'était construire un continent en paix,
avec le plus jamais ça d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, le fait que la guerre se réinstalle sur le continent européen doit nous interpeller. C'est-à-dire que le fondamental de la création de l'Union européenne autour de la paix doit nous interpeller quand on voit que on a un pays du continent européen, même s'il n'est pas adhérent de l'Union européenne, qui est aujourd'hui sous les feux d'une guerre en raison de l'agression par Poutine de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à dialoguer avec les dirigeants russes et chinois ? Oui, on doit toujours garder la possibilité d'une sortie diplomatique de conflits mondiaux. Alors effectivement, c'est pas simple avec un personnage comme Poutine, mais on ne peut pas se permettre de fermer la porte d'une sortie diplomatique de cette situation. Washington s'est dit confiant dans la capacité du G20 à s'opposer à la Russie. Est-ce que vous êtes confiant, vous aussi, dans la capacité du G20 ? Alors, c'est pas tout à fait la même question. Oui, pardon, à s'opposer à la Russie, j'entends. Moi, le G20, c'est un truc un peu informel. Moi, je pense que c'est au sein de l'Union européenne qu'on doit vraiment travailler sur la solution et montrer que sur notre continent, et j'insiste, alors que la constitution de l'Union européenne, sa genèse, c'est la paix, on doit tout mettre en œuvre pour que la paix... Après, si les membres du G20 hors Europe veulent nous filer un coup de main, ils sont les bienvenus. Vous pensez qu'actuellement, justement, c'est peut-être trop l'aide américaine qui est présente en Ukraine et pas assez une aide européenne ? Oui, on voit bien que c'est l'OTAN qui est à la manœuvre, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'opportunité peut-être de réfléchir à une stratégie plus européenne, ouais. Le Parlement finlandais a approuvé hier par avance l'entrée dans l'OTAN. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'accélérer l'entrée d'autres pays européens qui ne sont pas encore dans l'Alliance ? Mais en France, je vois pas comment on pourrait, alors que la France est retournée dans le giron de l'OTAN, dire mais nous, finalement, on n'est pas favorable à ce qu'un pays de l'Europe rentre dans l'OTAN. Mais encore une fois, j'insiste, est-ce que la stratégie c'est l'OTAN et continuer de renforcer l'OTAN, ou est-ce qu'on se dote nous-mêmes d'une réponse européenne ? Et la réponse européenne est insuffisante. Aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas structurée, et donc c'est l'occasion de la structurer. Oui, c'est faire le constat dans cette séquence qu'elle montre ses limites, et que donc c'est l'opportunité de dire on voit bien que c'est pas satisfaisant, et donc structurons cette défense européenne. Et est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine et ses conséquences doit être l'occasion plus généralement de repenser complètement peut-être l'Europe, notre manière de fonctionner ? Complètement. Sûrement pas, mais en tout cas, il est nécessaire de créer, en tout cas de tirer les enseignements de ce que nous enseigne la guerre en Ukraine pour revisiter les sujets sur lesquels on est défaillant. Dernière question, Quentin. Dernière question, Benoît Biteau. Est-ce que vous pensez qu'il faut créer peut-être au sein du Conseil de l'Europe un tribunal spécial pour l'Ukraine, pour juger les exactions qui sont commises en Ukraine ? Très rapidement, Benoît Biteau. Encore une fois, je pense que c'est à l'échelon européen qu'on doit travailler cette question-là. Ouais. Merci à vous, merci Quentin Leport. Merci à vous, Benoît Biteau, de répondre à nos questions. Et on termine avec donc le troisième sujet, cette fois-ci sur l'agriculture. Après l'avoir reporté à 2 reprises, le gouvernement acte finalement l'interdiction des néonicotinoïdes, ces insecticides nocifs pour les abeilles et les agriculteurs eux-mêmes. En février, 2000 agriculteurs avaient manifesté à Paris contre cette interdiction. Ces derniers dénoncent une absence d'alternative. Et pour aborder ce sujet, j'accueille Axel Rebaud. Bonjour Axel. Bonjour Alban. Benoît Biteau, bonjour. Bonjour. Fin des pesticides tueurs d'abeilles. Une bonne nouvelle pour les écologistes, une mauvaise pour beaucoup d'agriculteurs. Vous vous sentez plutôt agriculteur ou écolo sur ce sujet ? Je me sens agriculteur écolo. C'est-à-dire que... Donc c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle ? C'est un peu les deux. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand on est agriculteur, on doit comprendre dans la séquence qui est celle du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, que on doit coopérer avec la nature. Et donc des substances comme les néonicotinoïdes qui mettent au pas la nature sont pas une bonne réponse pour les agriculteurs. Et donc je suis très satisfait, et je pense qu'on a trop tardé d'ailleurs de la disparition des néonicotinoïdes. Alors, cette interdiction qui a été exigée par l'Union européenne, elle rend pourtant l'avenir de nombreux producteurs très incertain. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, prévoit, lui, une baisse de 30 à 40% des récoltes de betteraves. Une politique juste et efficace. Est-ce que c'est pas une politique qui apporte des alternatives, Benoît Biteau ? Mais bien sûr, mais les alternatives, elles existent déjà. C'est lesquelles ?
Mais c'est les solutions basées sur la réponse que nous propose la nature. Et si on est dans cette situation sur les néonicotinoïdes, il faut qu'on en comprenne les causes, il faut qu'on les identifie pour s'attaquer aux causes. Proposer des néonicotinoïdes, ce n'est que s'attaquer aux conséquences d'un développement agricole qui fait que, effectivement, les parcelles de betteraves sont vulnérables à des attaques de pucerons vecteurs de jaunisse. Et tout démarre avec la disparition des quotas betteraviers. Ça peut paraître surprenant, mais c'est ça la vraie réponse. C'est-à-dire qu'au moment où on supprime les quotas betteraviers, on accompagne un mouvement qui consiste à dire qu'on peut produire plus de betteraves à l'hectare parce que il y a plus de régulation des marchés. On fait confiance à la logique qui consiste à dire qu'on va gagner plus d'argent parce que on n'est plus régulé par le marché. Et donc on augmente la fertilisation azotée. Et que provoque la fertilisation azotée? Une plante turgescente où c'est open bar pour les pucerons. Et donc on crée... C'est quoi la solution? En fait, vous dites que les producteurs de betteraves doivent produire moins, en fait. Mais avec la régulation du quota, effectivement, on n'aurait pas été enclin à surfertiliser les betteraves et donc à les rendre beaucoup plus sensibles aux pucerons. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est qu'on a effacé tous les espaces de biodiversité où on pouvait héberger les prédateurs de pucerons, les cirfes, les chrysopes, les coccinelles. Et donc, forcément, la régulation naturelle n'a pas eu lieu. Et puis, un dernier sujet, c'est que dans ces logiques où on a effacé les quotas des betteraves, on est parti sur des logiques de monoculture. Or, on sait que les monocultures sont aussi des situations favorables à l'émergence de pucerons et de jaunisse, puisque la jaunisse est stockée dans les sols. Et donc, si année après année, on revient sur la betterave, eh bien, on s'expose à ce genre de situation. Et dernière chose, les néonicotinoïdes ont aussi participé à faire disparaître les prédateurs des pucerons parce que les néonicotinoïdes ne sont pas sélectifs. Donc on a créé toutes les conditions pour que effectivement les betteraviers soient confrontés à la jaunisse nanisante par le puceron. Alors on a très bien compris comment on est arrivé au pied du mur, mais alors aujourd'hui comment on fait pour revenir en arrière? Comment on fait pour aider ces agriculteurs qui vont voir leur production de betteraves s'écrouler, comme le dit Marc Fesneau, de 30 à 40%? On vous leur dit faut produire d'autres choses, vous dites faut diversifier. Faut revenir sur des logiques de rotation des cultures, hein, qui est quand même un outil agronomique de base qui nous permet de sortir des logiques où on est extrêmement dépendant des pesticides. Il faut recréer les infrastructures écologiques, des haies, des arbres intraparcellaires en agroforesterie et sortir de logiques de pesticides où, parce qu'on utilise trop massivement des pesticides, eh bien on crée les conditions d'une dépendance à de nouveaux pesticides ou à toujours plus de pesticides. Et effectivement, il y a un sujet de temporalité. C'est-à-dire que là, il faut trouver une réponse immédiatement. Et malheureusement, il y a trop longtemps que nous, les écologistes, on dit qu'il fallait réfléchir aux alternatives et les mettre en place. Vous dites le gouvernement, sous le mandat précédent, il a vraiment été oisif sur ce sujet. Il n'a pas. Mais le gouvernement et la profession agricole, la main dans la main. Et effectivement, où il y a une responsabilité politique, c'est qu'on aurait dû construire les politiques publiques qui encouragent les agriculteurs à la bifurcation de leurs pratiques. Ce que Emmanuel Macron n'a pas encouragé, donc. Mais ni Emmanuel Macron, ni l'Union européenne, d'ailleurs. C'est pas que la responsabilité de l'État français. Parce que la problématique des néonicotinoïdes, c'est pas une problématique franco-française. On utilisait aussi en régime dérogatoire des néonicotinoïdes en Roumanie, par exemple, sur du maïs. Donc, on a un problème de politique publique européenne via la PAC qui n'a pas accompagné les bifurcations agricoles nécessaires pour que ces gens-là s'en sortent. Justement, oui, la PAC, la politique agricole commune. Vous parlez de l'Union européenne. Donc, on rappelle cette interdiction des néonicotinoïdes. Elle vient de l'UE. La France, jusque-là, a donné des dérogations à ses agriculteurs, tout comme la Belgique encore aujourd'hui, la Roumanie, la Pologne, vous l'avez également évoqué, même l'Allemagne continue d'utiliser ces néonicotinoïdes. Elle sert à quoi cette interdiction, Benoît Vito, si on est les seuls à la respecter? On n'est pas les seuls à la respecter, parce que vous avez cité des pays qui sont sur des logiques dérogatoires, mais il y a 27 États membres, il n'y a pas 27 pays en dérogation. Oui, mais on a quand même des membres fondateurs de l'Union européenne, on a l'Allemagne, la Belgique, des partenaires très importants. Si on est les seuls à pas le faire... Peu importe leur statut, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réussit ceux qui n'en utilisent pas. Et c'est chez ces jeux-là, pardon, je vais pas y arriver. C'est chez ces gens-là qu'on va trouver les bonnes réponses pour en sortir. Donc, moi, je préfère regarder. Être le bon élève de l'UE, c'est. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas là.
Non, c'est pas le cas, mais vous voulez qu'on aille plus vers l'interdiction totale des néonicotinoïdes pour montrer un peu l'exemple dans l'UE, mais est-ce que être le bon élève de l'Union européenne, ça vaut le coup de sacrifier nos agriculteurs? Mais on sacrifie pas les agriculteurs. Les agriculteurs se disent sacrifiés. Mais oui, mais c'est un biais important dans l'analyse. C'est-à-dire que quand on regarde les pays où il n'y a plus de néonicotinoïdes, les pays où justement on est avancé beaucoup plus vite, beaucoup plus loin sur l'agroécologie, c'est aussi les pays où les agriculteurs s'en sortent le mieux économiquement parlant. Donc il faut arrêter avec ce biais cognitif qui consiste à dire qu'il y a une opposition systématique entre écologie et économie. Au XXIe siècle, tous les centres de gestion démontrent que ceux qui vont le plus loin vers l'agroécologie sont ceux qui s'en sortent le mieux économiquement parlant. Benoît Biteau, l'Union européenne trace des ambitions nobles, mais les principales politiques publiques sont orientées à leurs antipodes. Cette critique acerbe de l'UE, c'est la vôtre. Est-ce que l'UE protège vraiment nos agriculteurs? Moi, je regarde. Vous savez, moi, je suis élu, j'ai un profil un peu particulier, j'ai un passé scientifique, et donc j'essaie d'être le plus pragmatique possible, le plus objectif possible. Et je regarde beaucoup les travaux de la Cour des comptes européenne. La Cour des comptes européenne a sorti 4 rapports pendant la discussion sur la politique agricole commune. Et ces rapports nous expliquent en quoi la PAC est défaillante sur le soutien des revenus des agriculteurs, est défaillante sur le renouvellement des générations. On a perdu 50% de nos agriculteurs en 20 ans. Ces rapports de la Cour des comptes nous expliquent en quoi la PAC a été défaillante sur l'accompagnement, je le disais tout à l'heure, de transition sur les pratiques agricoles pour qu'elles soient plus profitables. Donc vous dites la PAC et l'UE aujourd'hui tuent nos agriculteurs? Oui, ils contribuent à la situation un peu dramatique dans laquelle on est aujourd'hui. Et quand on a une enveloppe publique qui fait plus du tiers du budget total de l'Union européenne, on doit faire en sorte qu'elle serve l'intérêt commun et qu'elle soit au rendez-vous de l'histoire sur le revenu des agriculteurs, sur le renouvellement des générations, mais aussi sur le climat, la biodiversité et la santé des consommateurs. Aujourd'hui, Benoît Biteau, donc il y a un terme qui est sur la bouche de tout le monde quand on parle d'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire. Est-ce que lorsqu'on voit les défaillances de l'Union européenne que vous exposez, vous voulez pas aller plus vers une souveraineté alimentaire nationale plutôt qu'européenne? Non, je suis pas sur une logique de nationalisation. C'est d'ailleurs un reproche que je fais à cette nouvelle PAC. Le C de commun est de plus en plus en minuscule. On est de moins en moins sur le commun. Sur les enjeux qui traversent aujourd'hui la thématique de l'agriculture, on doit avoir une réflexion européenne. Pour autant, on n'est pas obligé de continuer dans des logiques de spécialisation des zones de la planète qui montrent d'ailleurs la vulnérabilité, pour faire le lien avec le débat juste avant avec l'Ukraine, de la spécialisation de l'Ukraine et de la Russie sur les céréales, et qui montrent à quel point on est vulnérable en termes de sécurité alimentaire. Beaucoup parlent de souveraineté alimentaire, mais ne font pas référence à la définition de la souveraineté alimentaire. Et à ceux qui nous écoutent, je les invite à aller consulter ce qu'est la vraie définition de la souveraineté alimentaire, au premier rang desquels M. Fesneau, proposé par la Via Campesina et repris par l'ONU. Merci à vous Axel Rebaud, merci à vous Benoît Biteau. Voilà, c'est la fin de Zone Pôle. Merci donc Benoît Biteau d'avoir été avec nous ce matin, député européen Europe Écologie Les Verts. Merci également à Camille Garcette pour son portrait. Merci à Bastien Cochet, à Quentin Leport et à vous Axel Rebaud pour toutes vos questions. Rendez-vous demain à partir de 10h pour une nouvelle Zone Pôle. En attendant, restez bien là puisque c'est votre rendez-vous quotidien à travers champs, toujours sur Émerger et toujours au Salon international de l'agriculture.